mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Il n'était pas révolutionnaire, mais il a provoqué une révolution. Lorsque Charles Darwin est revenu de son voyage autour du monde, il n'avait pas de déclaration fracassante, seulement des carnets et des milliers d'observations qui ont changé la science pour toujours. Dans cette vidéo, l'histoire d'un homme qui a expliqué comment fonctionne la vie et qui est lui-même passé du statut d'étudiant perdu à celui d'auteur de la théorie la plus controversée du XIXe siècle. Vous découvrirez pourquoi il a gardé sa théorie secrète pendant 20 ans. Qui était Alfred Wallace et pourquoi a-t-il failli devancer Darwin? Que signifie la sélection naturelle et comment fonctionne l'évolution? Et pourquoi, après l'origine des espèces, le monde n'a plus jamais été le même? Ce n'est pas simplement un récit sur la science, c'est l'histoire de la peur, des doutes, des scandales et d'une découverte qui a tout changé. Charles Darwin est né le 12 février 1809 dans la petite ville de Shrewsbury, à l'ouest de l'Angleterre, dans une maison remplie de livres, d'habitudes ordonnées et d'une sensation de richesse tranquille et respectable. Sa famille appartenait à ces gens dont on disait « nom ancien, bon argent, éducation sérieuse ». Son grand-père, Erasmus Darwin, était un homme aux intérêts immenses, médecin, poète, philosophe, auteur de livres sur les plantes, les animaux, la nature humaine et même l'évolution. Il écrivait sur le développement des espèces bien avant que son petit-fils ne commence à formuler sa propre théorie. Erasmus était un rêveur, enclin aux généralisations. Le père de Charles, Robert Darwin, était au contraire un pragmatique jusqu'à la moelle, médecin à la main ferme et au regard précis sur le monde. Il était de haute taille, corpulent et silencieux, inspirait le respect et obtenait presque toujours ce qu'il voulait. Dans cette maison, Charles se sentait cadet non seulement par l'âge, mais aussi par l'influence. Ses sœurs aînées étaient studieuses. Sa mère est morte quand il n'avait que 8 ans, et son père semblait appartenir à un autre monde, strictement ordonné. Il observait son fils non sans amour, mais avec une déception manifeste. Dans une conversation familiale, il dit « Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à la chasse, aux chiens et à la capture de rats. Tu deviendras une honte pour toi-même et ta famille. » Ces mots blessèrent profondément Charles. Il s'en souvint toute sa vie. Cependant, l'intérêt pour la nature se manifesta très tôt chez lui. Il collectionnait les coquillages, les insectes, observait le comportement des oiseaux, notait dans des carnets ce qu'il remarquait lors de ses promenades. Il ne brillait pas en classe, mais pouvait passer des heures à observer les vers de terre, leur façon de se déplacer sur le sol, de s'enfouir dans la terre. Ces observations n'étaient considérées comme une occupation sérieuse ni à l'école, ni à la maison. Lorsqu'il entra à l'université d'Édimbourg, où son père l'avait envoyé étudier la médecine, tout tourna mal. Charles ne supportait pas la vue du sang. Dès les premières leçons d'anatomie, il perdit connaissance. Il tenta de s'immerger dans les cours, mais supportait difficilement l'académisme aride. Bientôt, il commença à sécher les cours et à passer de plus en plus de temps au musée, où il étudiait les collections d'animaux et de minéraux. À Édimbourg, il fit la connaissance de l'une des rares personnes qui eurent une influence directe sur lui dans sa jeunesse. Un ancien esclave et homme noir libéré, John Edmonston, qui enseignait la taxidermie, l'art de naturaliser les animaux. Edmonston apprit à Darwin à travailler avec les oiseaux, à retirer la peau, à préserver la forme, à fixer soigneusement les détails. Mais plus important encore, lors de ces conversations, Charles entendit pour la première fois des histoires vivantes sur l'Amérique du Sud, sur les jungles, sur les voyages et la vie au-delà de l'ordre anglais habituel. Ces conversations enflammaient l'imagination de Darwin bien plus que les cours de chirurgie. Comprenant que la médecine n'était pas sa voie, son père transféra Charles à Cambridge, où il était censé devenir pasteur. Pour les Darwin, cela semblait être une carrière digne pour un fils cadet. Stabilité, poids moral, reconnaissance. Charles ne s'opposa pas
non par foi, mais par désir d'éviter le conflit. À Cambridge, il assista aux cours de théologie, mais se passionna vraiment pour autre chose. Ici, il trouva un environnement dans lequel son amour de la nature cessa de paraître étrange. Il se lia d'amitié avec le professeur de botanique John Henslow, qu'on appelait l'homme qui sait tout. C'est précisément Henslow qui initia Darwin à l'idée de la collection comme méthode de connaissance, au concept de systématique, à la science minutieuse et précise. Darwin n'était pas un étudiant exceptionnel, mais il était assidu et profondément passionné. Il collectionnait les coléoptères, classifiait les plantes, lisait les travaux des naturalistes. Il commença à se demander pourquoi les espèces étaient si différentes. Pourquoi certains animaux possédèrent des organes qui semblaient superflus. Pourquoi certaines espèces ne se trouvaient que dans certains endroits, même si le climat pouvait être similaire. Cambridge devint pour lui un laboratoire de pensée. Il ne se détourna pas de la religion, mais commença à douter. Tranquillement, sans défi. Il lisait les œuvres de Paley, théologien qui affirmait que la nature était une création parfaite de Dieu, mais se heurtait de plus en plus souvent à des faits qui ne cadrèrent pas avec cette image. Pourquoi certains animaux possédaient-ils des organes rudimentaires? Pourquoi trouvait-on dans les dépôts fossiles des espèces disparues? Pourquoi un même climat pouvait-il donner naissance à des formes si différentes? Tout cela ne formait pas encore une théorie cohérente, mais l'esprit de Darwin était déjà en mouvement. Il absorbait, comparait, doutait et cherchait. Cambridge le prépara à l'étape suivante, le voyage qui changera à jamais et lui-même et toute la science de la vie. En 1831, lorsque Darwin eut 21 ans, il ne savait toujours pas ce qu'il voulait vraiment de la vie. Il avait terminé Cambridge, obtenu un diplôme de bachelier et, selon le plan de son père, devait bientôt recevoir l'ordination et commencer une carrière tranquille de pasteur de campagne. Mais en lui grandissait une inquiétude intérieure. La passion pour la botanique, l'entomologie, la géologie ne le lâchaient pas. Il ne se sentait pas théologien, ne se sentait pas et ne voulait pas se sentir prêt à consacrer sa vie à l'autel. Et comme sur commande du destin, apparut dans sa vie une lettre de Henslow, son mentor de Cambridge, avec une proposition inattendue. La marine royale préparait une expédition sur le navire Beagle pour cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Le capitaine avait besoin d'un compagnon, un homme éduqué, capable de mener des observations, capable de discuter et de préférence pas étranger à l'histoire naturelle. Darwin accepta presque immédiatement. Son père était contre. Le voyage semblait inutile, dangereux et inapproprié. Mais après des persuasions et l'intervention d'un parent, Josiah Wedgwood, le consentement fut finalement obtenu. Ainsi Charles Darwin se retrouva à bord du Beagle, un sloop avec 20 canons, d'environ 30 mètres de long, avec un équipage de 74 hommes et un très jeune naturaliste qui ne savait pas ce qu'il attendait. Le voyage commença le 27 décembre 1831 depuis le port de Plymouth. Darwin souffrait du mal de mer et au début supportait difficilement le roulis et l'espace confiné. Le capitaine Robert Fitzroy, homme sévère et religieux, était presque de son âge, mais beaucoup plus expérimenté. Il souffrait de solitude lors de ses précédents voyages et cette fois voulait avoir un interlocuteur. Les relations entre eux furent complexes. Darwin évitait les conflits directs, mais comprit dès le début que le capitaine obéissait non seulement à la discipline maritime, mais aussi à des conceptions strictes sur l'ordre divin du monde. Le navire descendit vers le sud le long de la côte atlantique, et déjà au Brésil, Darwin fut confronté au premier bouleversement. Dans les forêts de Bahia, il se retrouva parmi des arbres géants où tout bougeait, miroitait, rampait et gazouillait. Il écrivit que c'était une symphonie d'odeurs, de lumière et de sons qui coupaient le souffle. Cependant, la beauté exotique côtoyait une réalité cruelle, l'esclavage. Darwin observa avec dégoût comment on traitait les serviteurs noirs dans les ports, et cela lui fit une impression profonde et aiguë. Il entra en dispute avec des Anglais qui soutenaient l'esclavage
et refusa même l'invitation de rester dans la propriété de l'un des planteurs. Ce fut la première position morale sérieuse qu'il adopta pendant l'expédition, et peut-être le premier cas où il alla consciemment contre la conviction d'autrui par principe intérieur. Ensuite, le navire se dirigea le long des côtes de Patagonie, où Darwin passa des mois sur Terre. Il voyagea à cheval, seul ou avec des guides, traversa les pampas, observant les autruches nandous et chassant avec les gauchos, nomades locaux. C'est précisément en Argentine qu'il découvrit les os d'une énorme créature disparue, le Megatherium, un paresseux préhistorique dont la taille était comparable à celle d'un rhinocéros. Il fut surpris de constater qu'à côté des restes du géant vivaient des tatous modernes, beaucoup plus petits, mais de forme similaire. Cette découverte souleva une question. Les anciennes formes auraient-elles pu se transformer en nouvelles? Si oui, comment et pourquoi? En Uruguay, il décrivit en détail les armadilles, les chiens sauvages, les fourmiliers, et au Chili fut témoin d'un tremblement de terre. Le 20 février 1835, la terre trembla sous ses pieds. Les maisons s'effondrèrent. Les habitants de Valparaíso sortirent en panique. Darwin découvrit des coquillages marins à plusieurs kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Comment était-il arrivé là? Ces événements renforcèrent en lui l'idée que la Terre change non pas instantanément, mais progressivement, et que les catastrophes ne sont pas le seul mécanisme de l'histoire naturelle. Il était de plus en plus inspiré par les idées du géologue Lyell, auteur du concept d'uniformitarisme, qui affirmait que les mêmes processus que nous observons maintenant, érosion, sédimentation, tectonique, agissaient aussi dans le passé. L'un des épisodes les plus marquants fut la rencontre avec la tribu des Yagans en Terre de Feu. Lors de l'expédition précédente, le capitaine Fitzroy avait emmené avec lui en Angleterre 3 Fuégiens pour les civiliser, leur enseigner l'anglais et la foi, puis les ramener. Maintenant, ils revenaient, habillés, avec des manières, éduqués. Mais quelques semaines à peine après leur retour chez eux, ils enlevèrent à nouveau les vêtements européens, retournèrent à leur ancien mode de vie et abandonnèrent les nouvelles habitudes. Darwin fut bouleversé. Il comprit que l'environnement forme l'homme plus que n'importe quelle leçon. Cela ébranla sa foi dans l'idée de progrès civilisationnel absolu. Lorsque le Beagle atteignit l'archipel des Galapagos, Darwin se retrouva dans un laboratoire naturel unique. Les îles étaient d'origine volcanique, stériles et austères, mais chacune d'elles possédait ses propres formes de vie. Il collecta des dizaines d'espèces de pinsons, des oiseaux au bec différents. Chez certains, il était court et puissant, chez d'autres mince et long. Au début, il n'y accorda pas d'importance particulière et ne nota même pas de quelle île précise provenait chaque spécimen, ce qu'il regretta plus tard. Mais il nota déjà alors que les animaux vivant à proximité pouvaient avoir des différences notables, liées non au climat, mais aux conditions d'alimentation, au relief, à la végétation. Les Galapagos devinrent la graine qui germerait en sélection naturelle des décennies plus tard. Dans le Pacifique, près de l'Australie, Darwin vit les récifs coralliens et proposa sa propre hypothèse sur leur formation. L'un des premiers modèles scientifiques expliquant comment les récifs s'élèvent, se formant autour d'îles qui s'enfoncent. Lentement, il décrivit comment les coraux construisent un anneau, comment les lagons s'élargissent, comment d'un petit atoll naît une île entière. Cette idée, entièrement la sienne, lui donna son premier sentiment de confiance. Il pouvait non seulement observer, mais aussi expliquer. Au cours du voyage, Darwin envoya en Angleterre des caisses d'échantillons, des coléoptères et plantes aux os, minéraux et croquis. Son nom commençait déjà à être connu dans les cercles scientifiques. Lorsque le Beagle revint en 1836, Darwin fut accueilli non comme un passager, mais comme un naturaliste ayant rassemblé l'une des collections les plus vastes de son époque. Il rentra chez lui sans célébrité, mais déjà respecté et avec la tête pleine de questions. Mais il n'était pas encore prêt à donner des réponses.
Il savait qu'il avait vu trop de choses pour considérer tout cela comme une coïncidence. Il sentait que les espèces n'étaient pas simplement créées et dispersées. Il comprenait que la clé de la vie résidait dans les changements. Mais comment exactement ces changements se produisaient ? Il ne le savait pas encore. Dans les 20 années suivantes, Darwin allait comprendre ce qu'il avait réellement découvert. Au moment où le Beagle revint en Angleterre, Darwin n'avait que 27 ans. Il débarqua non avec une théorie prête, non avec une connaissance ferme, mais avec des centaines de carnets, avec des caisses de pierre, d'os, d'animaux naturalisés, de croquis et avec une tête surchargée de questions. Ses observations lors de l'expédition étaient dispersées. Certaines concernaient la géologie, d'autres le comportement des animaux, d'autres encore la botanique. Mais de plus en plus souvent, il sentait que derrière ces particularités se cachait quelque chose de commun. Non pas simplement des faits isolés, mais une régularité. Il ne revint pas dans le bruit de Londres, mais à la routine scientifique. Les collections rassemblées pendant 5 ans commencèrent à parvenir aux spécialistes. Chaque caisse, chaque boîte était ouverte sous l'observation des naturalistes londoniens. L'ornithologue John Gould classa les oiseaux des Galapagos. C'est lui, non Darwin, qui nota pour la première fois que les pinsons que Charles avait rapportés représentaient en réalité des espèces distinctes avec des variations insulaires. La même chose se produisit avec les mollusques, avec les coraux, avec les fossiles. Darwin fut stupéfait. Lui pensait avoir rapporté simplement des sous-espèces géographiques, mais il s'avéra que ces créatures n'étaient pas simplement similaires, elles étaient liées. Leur différence obéissait à la logique de l'environnement. Elle n'était pas accidentelle. Cependant, il ne se précipita pas pour écrire un livre. Au contraire, il s'enferma dans le silence. Sa santé, ébranlée après l'expédition, devint instable. Douleurs abdominales, fatigue, vertige, nausées. Les biographes modernes débattent pour savoir s'il s'agissait d'une maladie physique ou de l'expression d'un conflit intérieur. Mais une chose est claire, Darwin sentait qu'il avait besoin de temps. Il loua une maison dans un coin tranquille et semi-rural au sud de Londres et y déménagea avec sa jeune épouse, Emma Wedgwood, sa cousine, avec qui il correspondait encore pendant le voyage. Down House devint son laboratoire. Il vivait selon un rythme presque monastique. Matin, promenade sur le chemin sablonneux, puis cabinet, lettres, observation des vers de terre, de la croissance des plantes, du travail des abeilles. Après le déjeuner, de nouveau le cabinet, travail sur les manuscrits, étude de livres. Il étudiait tout. Comment germent les graines, comment se comportent les abeilles, comment les plantes réagissent à la lumière. Ces expériences apparemment banales faisaient partie du même puzzle. Comment la vie change avec le temps. À la même période, il commença à noter ses pensées dans un carnet spécial sur la transmutation des espèces. Dans celui-ci, presque pour la première fois ouvertement, il écrivit que les espèces changeaient peut-être avec le temps, que les nouvelles formes provenaient des anciennes, que la disparition, l'adaptation, la lutte pour l'existence n'étaient pas l'exception, mais la règle. Mais pourquoi se taisait-il ? Pourquoi, sachant qu'il se préparait à la découverte du siècle, ne se pressait-il pas de publier ? Darwin savait à quoi il serait confronté. Il comprenait que l'idée de transformation des espèces contredisait la conception biblique de la création. Il comprenait que l'Église d'Angleterre, à laquelle il appartenait formellement, enseignait. Dieu a créé tout tel quel, une fois pour toutes. La théorie de Darwin détruisait cela. Elle affirmait « Il n'y a pas d'espèce fixe. Il y a un processus, il y a une sélection, il y a des changements. » De plus, Darwin ne voulait pas publier la théorie tant qu'il n'était pas absolument certain. Il savait qu'il lui faudrait un mécanisme, une explication de la façon dont les changements se produisaient exactement. Il ne connaissait pas encore les gènes, ne connaissait pas les mutations, ne savait même pas comment les traits se transmettèrent. Mendel menait déjà ses expériences à cette époque,
Mais les travaux sur l'hérédité n'étaient pas encore publiés. Darwin agissait dans l'obscurité, presque à tâtons. Il devait accumuler encore des milliers d'observations, encore des centaines d'arguments, pour construire une théorie qui reposerait non sur des suppositions, mais sur des faits. Il commença par des publications ne touchant pas directement l'évolution. Un livre sur les récifs coralliens, des notes géologiques, un essai sur le voyage du Beagle. Tout cela renforçait sa réputation de naturaliste, d'homme doté d'une probité scientifique. Il amenait lentement le lecteur vers l'essentiel, vers l'idée qui mûrissait en lui depuis plusieurs années déjà. Parallèlement, il menait une correspondance extensive. Il écrivait aux éleveurs de pigeons, posait des questions sur le croisement, sur l'héritage des traits. Il écrivait aux fermiers, botanistes, zoologues, géologues, même aux éleveurs. Il rassemblait des preuves en faveur de l'idée que la nature, tout comme l'homme, pouvait sélectionner des traits. Seulement pas de manière ciblée, mais spontanément, lentement, inconsciemment. Il n'appelait pas encore cela sélection naturelle, mais le principe était déjà clair. Les organismes dont les particularités leur donnent un avantage pour la survie les transmettent à leur descendance. Et avec le temps, cela conduit à des changements. Les années passaient. Il savait qu'il marchait sur le fil du rasoir, mais il ne voulait pas se presser. Il ne craignait pas la critique, mais sa propre erreur. Il comprenait que son idée détruirait la vision habituelle de la vie, mais il voulait qu'on ne puisse pas la réfuter par un simple nom. Et ce n'est qu'en 1858, presque 20 ans après son retour du Beagle, qu'il comprendrait qu'il n'y avait plus de temps, car à l'horizon apparaissait le nom d'Alfred Russel Wallace, et une idée presque identique à la sienne. Au moment où Darwin formula définitivement ses vues sur la nature, il avait derrière lui non seulement un voyage de 5 ans autour du monde, mais aussi près de 2 décennies de réflexion, d'observation, d'expérience, de correspondance et d'analyse d'innombrables faits rassemblés des 4 coins du monde. Pendant tout ce temps, il essaya de comprendre comment la vie était organisée dans sa structure profonde et sous-jacente. Non pas simplement décrire ce qui est visible à l'œil, mais expliquer pourquoi les espèces diffèrent les unes des autres, pourquoi elles apparaissent et disparaissent, et selon quels principes la nature semblait choisir qui garder et qui non. Darwin commença par le plus évident, parce que chacun peut voir en observant les êtres vivants autour de lui. Aucune descendance n'est absolument identique. Chez certains animaux, le bec est légèrement plus long, chez d'autres la coloration plus claire, chez d'autres encore les pattes plus fortes ou les pieds plus larges. Ces différences, qui peuvent sembler insignifiantes, représentent en réalité la base de la variabilité biologique. Et ce sont précisément elles, selon Darwin, qui deviennent la matière première à partir de laquelle la nature forme de nouvelles formes de vie. Il conclut que dans chaque génération existe une variabilité naturelle, qui n'est pas imposée de l'extérieur et n'est pas dirigée par la raison, mais surgit spontanément et constamment, comme une particularité interne de la nature même de la vie. Cependant, l'existence de différences ne suffit pas à elle seule à expliquer pourquoi certaines formes persistent et d'autres disparaissent. Ici intervient le deuxième principe clé, l'hérédité. Bien que Darwin ne connût pas les gènes et ne pût opérer avec des termes apparus en science seulement après Mendel, il voyait clairement que certains traits se transmettaient des parents aux enfants et se fixaient dans la lignée. Les fermiers et éleveurs utilisaient cette connaissance dans la pratique, créant de nouvelles variétés de plantes et races d'animaux. Et Darwin étudiait attentivement leurs méthodes, pensant que si l'homme était capable de diriger la sélection dans la direction souhaitée, alors la nature elle-même devait posséder un mécanisme similaire, seulement sans intention, sans but, sans dessein. Le troisième pilier de sa théorie fut la lutte pour l'existence, qu'il considérait non comme un combat direct, mais comme un complexe de facteurs. Manque de nourriture, compétition pour l'espace, danger de la part des prédateurs, changement de climat, maladie, absence de partenaires pour la reproduction.
Il soulignait que dans chaque génération naissait beaucoup plus de descendants qu'ils ne pouvaient en survivre dans les conditions réelles. Et c'est précisément dans cet environnement d'abondance et de limitation que se produisait inévitablement la sélection. Survivaient ceux dont les particularités donnaient, même petits, un avantage réel. Et enfin, le plus important, la sélection naturelle. C'était le principe qui liait tout ensemble. Contrairement à la sélection artificielle, où l'homme choisit consciemment quels traits fixer, dans la nature, la sélection s'effectue inconsciemment, lentement et continuellement. La nature ne sélectionne pas parce qu'elle veut obtenir quelque chose, mais parce que certains traits donnent simplement à leurs porteurs plus de chances de survivre, de laisser une descendance et de transmettre leurs particularités. Ainsi, avec le temps, les traits utiles s'accumulent, les inutiles disparaissent, et l'espèce change progressivement. Darwin évitait soigneusement les termes qui pourraient attribuer à la nature un but ou une volonté. Il ne disait pas que les animaux se développent pour devenir meilleurs. Il soulignait « Tout se produit exclusivement dans le cadre des conditions de l'environnement. Dans un climat chaud, sont sélectionnés ceux qui supportent mieux la chaleur. Dans un climat aride, ceux qui conservent mieux l'humidité. Dans un environnement avec des prédateurs dangereux, ceux qui sont plus rapides, plus silencieux ou moins visibles. » C'est précisément dans ce contexte qu'il utilisa plus tard la phrase « survie le plus adapté », bien qu'il n'en fût pas l'auteur. Cette expression fut utilisée pour la première fois par le philosophe Herbert Spencer, et Darwin ne l'inclut que plus tard dans les éditions tardives de L'origine des espèces, précisant que le plus adapté ne signifie pas le plus fort ou le plus intelligent, mais seulement celui dont les traits coïncident avec les exigences de l'environnement. C'est une distinction essentielle. La nature ne récompense pas les meilleurs. Elle préserve ceux qui ont réussi à s'intégrer. Pour expliquer son idée, Darwin donnait des dizaines d'exemples concrets. Il parlait des pigeons qu'on élevait en Angleterre, notant avec quelle facilité les éleveurs créaient de nouvelles races à partir d'un même ancêtre. Il décrivait les pinsons des îles Galapagos, où sur chaque île les oiseaux développaient un type de bec différent. Long et mince pour attraper les insectes, court et massif pour casser les graines. Il écrivait sur les mollusques, chez qui la forme de la coquille pouvait varier selon la profondeur ou la composition du sol. Il étudiait la pollinisation chez les plantes, montrant comment certaines étaient adaptées aux abeilles, d'autres au vent, d'autres encore aux fourmis. Toutes ces observations illustraient une chose. La vie est plastique. Elle change et change de manière régulière. Darwin n'affirmait pas que l'homme descendait du singe. C'était une simplification grossière, répandue parmi les critiques. Il parlait d'un ancêtre commun de l'homme et des autres primates, ayant existé dans un passé lointain. Il ne faisait qu'étendre la même logique, appliquée aux mollusques et aux pinsons, à tout le monde animal, y compris l'homme. Pour lui, ce n'était pas une destruction de la dignité humaine, mais au contraire, un approfondissement de la compréhension de notre place dans la nature. Il écrivait « La grandeur de la vie ne réside pas dans le fait qu'elle est créée une fois pour toutes, mais dans le fait qu'elle se développe selon des lois simples, commençant par les formes les plus simples et se complexifiant progressivement, donnant la diversité et la beauté que nous observons aujourd'hui. » Ainsi se présentait la théorie de l'évolution. Sans cri, sans idéologie, sans slogan. Seulement observation, logique et patience. Vers la fin des années 1850, Darwin savait déjà depuis longtemps que ses idées non seulement contredisaient les vues religieuses dominantes, mais aussi défiaient la tradition scientifique elle-même. Il continuait à travailler dans le silence de Down House, ne cessant de rassembler des faits et d'expérimenter, reportant toujours la publication. Ses manuscrits s'étendaient. Il composait des schémas, des dessins, cherchait toujours de nouvelles preuves, mais gardait sa théorie secrète. Seuls quelques collègues de confiance savaient sur quoi il travaillait réellement, et un nombre encore plus restreint de personnes réalisaient l'ampleur de son projet. Darwin espérait avoir suffisamment de temps pour perfectionner son travail.
Il prévoyait de publier un grand livre en plusieurs volumes, avec des illustrations, avec une exposition complète des faits. Il en parlait comme du livre de toute une vie. Et peut-être aurait-il continué à le peaufiner pendant des années encore, s'il n'avait pas reçu une lettre. En juin 1858, alors que Darwin travaillait dans le jardin, on lui livra à la maison une enveloppe avec un cachet exotique. L'expéditeur était Alfred Russel Wallace, naturaliste se trouvant à ce moment en Malaisie lointaine. Wallace était beaucoup plus jeune que Darwin. Issu d'une famille pauvre, n'avait pas d'éducation universitaire et avait passé la plus grande partie de sa vie en expédition. Il gagnait sa vie en collectant des plantes et animaux rares pour des collections privées. Mais il possédait un esprit vif, une passion pour les observations et un flair intérieur pour les régularités de la nature. Comme Darwin, il étudiait attentivement la distribution géographique des espèces, comparait les formes, cherchait des explications à leurs différences. Dans la lettre que Darwin reçut ce jour-là, était jointe une petite dissertation manuscrite. En la lisant, Darwin éprouva à la fois stupéfaction et terreur, car le texte contenait un exposé condensé de cette idée même qu'il portait depuis près de 20 ans. Presque mot pour mot, pas à pas, Wallace décrivait le mécanisme de la sélection naturelle, parlant de la lutte pour l'existence, des différences héréditaires et du changement graduel des espèces sous l'action de l'environnement. C'était brillamment écrit. Et le plus terrible, c'était correct. Darwin fut accablé. Il écrivit à son ami et collègue, le botaniste Joseph Hooker, avec désespoir. Tout s'est effondré. Wallace m'a devancé. Il ne reprochait rien, au contraire. Il admirait la clarté et l'indépendance de la pensée de Wallace. Mais il savait aussi que s'il se taisait maintenant, tout ce sur quoi il avait travaillé depuis la fin des années 30 se retrouverait dans l'ombre. Non pas à cause d'un vol. Wallace agissait honnêtement et ne savait pas que ses idées mûrissaient déjà en Angleterre depuis longtemps. Mais simplement parce que la science se souvient souvent non de ceux qui ont pensé en premier, mais de ceux qui ont parlé en premier. C'est précisément alors, à l'été 1858, que fut prise une décision qui reste jusqu'à aujourd'hui un exemple d'éthique académique. Au lieu d'entrer en compétition ou de passer sous silence le travail de quelqu'un, Darwin, Hooker et un autre de ses alliés, le géologue Charles Lyell, proposèrent de faire une présentation conjointe des idées de Darwin et de Wallace lors d'une séance de la Société linnéenne de Londres. Ils préparèrent un texte dans lequel ils exposèrent les principales dispositions de la théorie, l'accompagnèrent d'extraits de lettres de Darwin datées bien avant la lettre de Wallace et ajoutèrent le manuscrit de Wallace lui-même. Cette séance, qui eut lieu le 1er juillet 1858, passa presque inaperçue du grand public. Il n'y eut pas d'applaudissements dans la salle, pas de résonance, pas de scandale. Tout se déroula calmement. Mais à partir de ce moment, l'idée de sélection naturelle fut connue du monde. Darwin n'avait plus d'excuses pour continuer à se taire. Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. À l'automne, il se plongea dans le travail. Au lieu d'une encyclopédie en plusieurs volumes, il décida de préparer un livre court, mais convaincant, qui exposerait l'essence de ses vues de manière claire et accessible. Il écrivit rapidement, presque sans interruption, choisissant péniblement les exemples, réduisant les longues explications, se débarrassant des détails secondaires. Tout ce qu'il avait observé, analysé, ressenti pendant 2 décennies devait tenir en un seul volume. 13 mois après avoir reçu la lettre de Wallace, en novembre 1859, dans les librairies londoniennes apparut un volume à couverture jaune sur lequel figurait de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Le livre fut publié à un tirage de seulement 1250 exemplaires et fut épuisé dès le premier jour. Lorsqu'en novembre 1859 parut la première édition de l'origine des espèces, Darwin, contrairement à l'image habituelle du révolutionnaire scientifique, ne chercha pas la publicité, n'organisa pas d'intervention publique et,
ne fit pas de déclaration dans les journaux. Il quitta Londres, s'efforçant de rester à l'écart de ce qui, il le sentait, allait bientôt se dérouler dans les cercles scientifiques et auprès du grand public. Néanmoins, l'effet fut instantané. Le livre, écrit dans un langage clair, sans terminologie excessive, avec un grand nombre d'exemples et d'observations vivantes, fit une forte impression non seulement sur les naturalistes, mais aussi sur les gens éloignés de la science. Le monde scientifique fut divisé. Certains, en particulier les jeunes zoologues, géologues et botanistes, percevaient la théorie de Darwin comme une bouffée d'air frais. Elle expliquait des dizaines de faits dispersés, donnait un ordre à ce qui était perçu auparavant comme du chaos. D'autres, et surtout ceux qui construisaient leur carrière sur l'idée d'immutabilité des espèces, la reçurent avec hostilité. Mais le principal terrain de conflit ne fut pas du tout la chaire académique, mais l'Église. Ce que Darwin avait prudemment formulé comme un processus naturel et régulier fut perçu par beaucoup comme une attaque directe contre la religion. Darwin ne mentionnait nulle part directement l'homme dans le livre. Il évita consciemment ce sujet, le réservant pour plus tard, afin de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais l'allusion était évidente. Si toutes les espèces vivantes descendent d'ancêtres communs, alors l'homme n'est pas une exception. Cette conclusion ne nécessitait pas d'être énoncée. Elle flottait déjà dans l'air. Les théologiens s'indignaient. Leur colère était dirigée non seulement contre la théorie scientifique, mais aussi contre l'idée même que l'homme n'était pas le couronnement de la création, mais une partie de la nature, soumise aux mêmes lois que la fourmi, l'oiseau ou le poisson. Cela semblait blasphématoire. Dans les journaux apparurent des caricatures acerbes. Darwin était représenté avec des traits faciaux simiesques. On le plaçait dans des arbres, on lui donnait des queues. Un dessin resta particulièrement dans les mémoires du public. Un singe avec la barbe de Darwin, assis sur un crâne avec l'expression d'un philosophe. Cette image resta longtemps dans la culture. Darwin, souffrant de malaise chronique et d'attaques de panique, évitait les discussions ouvertes. Il ne fut même pas présent au célèbre débat public entre l'évêque d'Oxford Samuel Wilberforce et le biologiste Thomas Huxley, qui eut lieu en juin 1860. C'est là, dans la salle de l'université d'Oxford, que la religion et la science s'affrontèrent face à face dans une scène dramatique, devenue plus tard une légende. L'évêque demanda sarcastiquement à Huxley de qui exactement il descendait, d'un singe par la lignée paternelle ou maternelle. Sur quoi Huxley, sans perdre son sang-froid, répondit qu'il préférerait descendre d'un singe que d'un homme utilisant son esprit pour supprimer la vérité. Cette phrase entra dans l'histoire. Et c'est précisément à ce moment que Huxley devint ce qu'on l'appela plus tard, le bulldog de Darwin. Darwin fut reconnaissant. Il écrivit à Huxley qu'il n'aurait pas pu supporter une telle pression, mais continua à souligner que son but n'était pas la lutte, mais l'explication. Il était un homme doux, bienveillant et très prudent. Même au sein de sa famille, il ressentait de la tension. Sa femme Emma était profondément religieuse, et la théorie de son mari lui causait une douleur intérieure. Darwin respectait ses sentiments. Il n'essayait pas de la convaincre. Il disait simplement « Je ne nie pas Dieu. J'essaie simplement de comprendre comment le monde est organisé exactement. » La société réagissait différemment. Certains admiraient l'ampleur de la pensée et le courage. D'autres s'offensaient et s'indignaient. Beaucoup lisaient le livre jusqu'au bout, tiraient des conclusions hâtives, l'interprétaient comme un manifeste de l'athéisme, bien que Darwin n'ait jamais déclaré directement son incroyance. Il s'écartait plutôt, reconnaissant que le commencement de la vie restait pour lui une énigme et que la nature, même si elle était explicable, n'en devenait pas moins étonnante. Pendant ce temps, le livre était réédité, de nouveaux tirages apparaissaient, de nouvelles traductions. Dans chaque nouvelle édition, Darwin apportait des corrections, précisait les formulations, ajoutait de nouveaux exemples, évitait les affirmations tranchantes. Il n'aimait pas le simplisme, il ne cherchait pas le conflit,
Il continuait à travailler et s'intéressait de moins en moins à la polémique, de plus en plus aux faits. Mais une question continuait à planer dans l'air. Si tout ce qui vit est soumis à la sélection naturelle, si les espèces changent, disparaissent et apparaissent, quelle est donc l'histoire de l'homme ? Darwin savait que tôt ou tard, il devrait y répondre. Lorsque les controverses autour de l'origine des espèces se calmèrent un peu, Darwin, malgré la fatigue et les maladies chroniques, ne se retira pas dans l'ombre. Il continua à travailler calmement, systématiquement, sans emphase. La vie à Downhouse se déroulait selon un rythme précis. Promenade matinale, travail au cabinet, correspondance avec les collègues, observation des plantes et des animaux dans son propre jardin. Dans ses lettres, il restait poli, curieux, reconnaissait ouvertement son ignorance et ne se pressait pas de tirer des conclusions, même lorsqu'on lui écrivait avec une agressivité ou une moquerie évidente. Il ne se considérait pas comme un prophète, plutôt comme un observateur. Avec le temps, il se décida finalement à revenir à ce qu'il avait délibérément omis dans son premier livre. En 1871 parut un nouveau travail, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, dans lequel Darwin parlait déjà directement de l'inclusion de l'homme dans les lois naturelles. Il écrivait que l'homme ne descendait pas des singes modernes, mais d'un ancêtre commun avec eux. Il examinait en détail la structure du corps, les instincts, la mimique, les traits comportementaux, les comparant avec d'autres espèces. Mais en même temps, il soulignait qu'avec les traits physiques, chez l'homme s'étaient développés des sentiments moraux, l'empathie, la capacité à la compassion et à l'éthique. Et cela aussi était devenu le résultat de la sélection. Seulement non plus de la lutte pour la survie, mais d'un processus plus complexe de sélection sexuelle et de vie en communauté. Après cela, il publia encore un autre livre, L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. C'était un ouvrage dans lequel il comparait la mimique, les gestes, les intonations, montrant combien de ce que nous considérons comme humain a en réalité des racines biologiques. Il s'intéressait non aux concepts abstraits, mais aux manifestations concrètes. Comment bougent les sourcils lors de la peur ? Comment sonne la voix lors de l'irritation ? Comment un chien montre les dents et un homme fronce les sourcils ? Tout cela, selon Darwin, nous liait aux autres créatures. Il n'écrivait pas comme un moraliste, mais comme un biologiste. Mais derrière ces mots se ressentait le respect de la complexité de la vie. Darwin tombait de plus en plus souvent malade. Il était tourmenté par des douleurs d'estomac, la faiblesse, l'insomnie. Il soupçonnait que la maladie était liée à un parasite attrapé pendant le voyage sur le Beagle. Bien que les médecins modernes pensent qu'il s'agissait plutôt d'une maladie psychosomatique, causée par une tension intérieure constante. Il évitait les grandes assemblées, quittait rarement Downhouse, participait rarement aux séances scientifiques. Mais jusqu'au dernier jour, il resta en correspondance, recevait des visiteurs, discutait de nouvelles découvertes. Il se réjouissait sincèrement des succès des autres, soutenait les jeunes scientifiques, partageait ses notes et ne prétendait jamais à la vérité absolue. Il mourut à l'âge de 73 ans dans son lit, entouré de sa famille. Dans ces dernières années, sa réputation était déjà incontestable. Bien que les débats sur ses idées continuassent, le monde scientifique reconnaissait sa contribution. La communauté scientifique britannique proposa de l'enterrer à l'abbaye de Westminster, et la famille accepta. Ainsi Darwin se retrouva aux côtés de Newton, parmi ceux que l'Angleterre considéra dignes d'une mémoire éternelle. Après la mort de Darwin, ses travaux ne disparurent pas, ne furent pas oubliés. Au contraire, ils devinrent une fondation. Encore de son vivant commença la formation du néo-darwinisme, des tentatives de combiner la théorie de la sélection naturelle avec les données de la génétique, déjà découvertes par Mendel. Au XXe siècle, la biologie, l'écologie, la psychologie et la médecine commencèrent à s'organiser autour de la logique évolutionniste. Son nom devint synonyme de courage scientifique, d'observation, de discipline et de retenue éthique. On ne l'appelait pas prophète,
mais on reconnaissait en lui le fondateur de toute une direction de pensée, dans laquelle la nature n'est pas un système de miracles, mais un système de causes. Darwin n'affirma jamais qu'il savait tout. Il posait des questions, proposait prudemment des réponses, écoutait patiemment les critiques. Il changea non seulement la façon dont nous comprenons les animaux ou les plantes, il changea la façon dont l'homme se comprend lui-même. Lorsque Darwin publia La filiation de l'homme en 1871, il savait parfaitement qu'il franchissait une frontière qu'il avait jusqu'alors soigneusement évitée. Dans L'origine des espèces, il n'avait mentionné l'homme qu'en passant, dans une seule phrase prudente suggérant que de la lumière serait jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. C'était une promesse et une menace à la fois. Maintenant, 12 ans plus tard, il tenait cette promesse. Et le monde n'était toujours pas prêt. Le livre ne commençait pas par des affirmations provocantes. Darwin procédait comme toujours, avec méthode, avec précaution, avec une accumulation progressive de preuves. Il montrait que l'anatomie humaine, le squelette, les muscles, les organes internes, tout cela témoignait d'une parenté profonde avec les autres mammifères. Il parlait des organes rudimentaires, le coccyx, vestige d'une queue disparue, les muscles de l'oreille qui ne servent plus à rien, l'appendice dont la fonction s'était perdue. Il décrivait les embryons humains qui au premier stade ressemblaient de manière frappante aux embryons de poissons, de reptiles, d'oiseaux. Tout cela suggérait non pas une création séparée et unique, mais une origine commune. Mais Darwin allait plus loin. Il ne se contentait pas de comparer les corps. Il s'intéressait aux émotions, aux instincts, aux capacités mentales. Il montrait que les animaux aussi ressentent la peur, la joie, la colère, la curiosité, l'attachement, que les chiens peuvent être fidèles, les éléphants peuvent pleurer leur mort, les singes peuvent utiliser des outils. Il ne prétendait pas que les animaux pensaient comme les humains, mais il insistait sur le fait que la différence entre l'homme et l'animal n'était pas de nature, mais de degré. L'intelligence humaine n'était pas apparue de nulle part. Elle s'était développée progressivement, à partir de capacités plus simples, par accumulation, par sélection, par adaptation. C'était là que se trouvait le véritable scandale. Non pas dans l'idée que l'homme avait un ancêtre commun avec les singes, mais dans l'idée que l'esprit lui-même, la conscience, la moralité, tout cela avait des racines naturelles. Darwin soutenait que même le sens moral, cette capacité à distinguer le bien du mal, ne venait pas d'en haut, mais s'était formé dans les sociétés primitives, comme un avantage pour la survie. Les groupes où les individus s'entraidaient, coopéraient, se sacrifiaient pour le bien commun, avaient plus de chances de survivre que les groupes d'égoïstes. Ainsi, la moralité elle-même était devenue le produit de l'évolution. Cela heurtait profondément les convictions religieuses. Si la morale n'était pas donnée par Dieu, mais formée par la nature, alors sur quoi reposait la dignité humaine? Darwin répondait, elle reposait sur la complexité, sur la profondeur, sur la capacité à la compassion et à la réflexion, qui s'était développée chez l'homme à un degré sans précédent dans le monde vivant. Mais cette réponse ne satisfaisait pas ceux qui voulaient une séparation nette entre l'homme et le reste de la création. Le livre provoqua un nouveau scandale, peut-être même plus violent que le premier. Les journaux parlaient de dégradation morale, de destruction des fondements. Les caricaturistes redoublèrent d'efforts. On représentait Darwin transformant l'homme en bête, privant l'humanité de son âme. Les prêtres tonnaient depuis les chairs que la théorie de Darwin conduisait à l'immoralité, au nihilisme, à la destruction de la famille et de la société. Mais il y avait aussi des voix différentes. Des scientifiques, des philosophes, des écrivains commencèrent à réfléchir sérieusement à ce que signifiait cette nouvelle vision de l'homme. Si nous étions vraiment le produit de l'évolution, cela ne nous diminuait pas. Cela nous donnait une nouvelle responsabilité. Nous n'étions pas des créatures déchues d'un état de perfection, mais des êtres en développement, capables de progresser, de changer, de s'améliorer.
Darwin lui-même restait à l'écart des débats les plus virulents. Il laissait parler le livre. Il répondait aux critiques scientifiques, ignorait les attaques personnelles. Il continuait à observer, à réfléchir, à écrire. Il savait que ce qu'il avait dit sur l'homme prendrait du temps pour être accepté. Des décennies, peut-être des siècles. Mais il croyait en la force de la vérité. Non pas parce qu'elle était agréable, mais parce qu'elle était étayée par les faits. Dans le même livre sur la filiation de l'homme, Darwin introduisit un concept qui allait devenir l'une de ses contributions les plus subtiles et les plus débattues, la sélection sexuelle. Il avait déjà parlé de la sélection naturelle, ce processus par lequel l'environnement choisit les traits qui favorisent la survie. Mais il avait remarqué quelque chose d'autre, quelque chose que la simple lutte pour l'existence ne pouvait expliquer. Pourquoi les paons avaient-ils des queues si extravagantes, si encombrantes, si visibles pour les prédateurs? Pourquoi les cerfs développaient-ils des bois massifs qui ne servaient pas à se nourrir mais uniquement à combattre d'autres mâles? Pourquoi tant d'oiseaux mâles arboraient-ils des plumages éclatants alors que les femelles restaient ternes et discrètes? La réponse ne se trouvait pas dans la survie directe, mais dans la reproduction. Darwin proposait que certains traits se développaient, non pas parce qu'ils aidaient à survivre, mais parce qu'ils aidaient à séduire, à attirer, à conquérir un partenaire. C'était la sélection sexuelle. Il distinguait deux formes de cette sélection. D'abord, la compétition entre mâles, les combats de cerfs, les affrontements de lions, les duels de coléoptères. Les plus forts, les plus agressifs, les mieux armés obtenaient l'accès aux femelles et transmettaient leurs traits. Ensuite, le choix des femelles. Les paons qui préféraient les mâles aux queues les plus spectaculaires, les oiseaux femelles qui choisissaient les chanteurs les plus habiles, les poissons qui suivaient les mâles aux couleurs les plus vives. Ce choix, répété génération après génération, façonnait l'apparence des espèces de manière aussi puissante que l'environnement lui-même. Darwin allait encore plus loin. Il appliquait cette idée à l'homme. Il suggérait que les différences entre hommes et femmes, la barbe masculine, la voix grave, la musculature, tout cela pouvait être le résultat de la sélection sexuelle. De même, les préférences esthétiques, le sens de la beauté, la sensibilité à la symétrie, aux proportions, aux couleurs, tout cela avait des racines évolutives. Ce n'était pas arbitraire. C'était façonné par des millions d'années de choix. Conscient ou non. Cette idée fut accueillie avec perplexité. Elle semblait donner trop de pouvoir aux femelles, trop d'importance au désir, à l'esthétique, à ce qui semblait superficiel. Mais Darwin insistait. La beauté n'était pas un accident. Elle était fonctionnelle. Elle servait un but. Attirer, séduire, assurer la transmission des gènes. Et cette fonction avait sculpté le monde vivant avec autant de force que la famine, le froid ou les prédateurs. Il reconnaissait que ce mécanisme était difficile à prouver, difficile à mesurer. On ne pouvait pas observer directement les préférences des animaux disparus. On ne pouvait que déduire, inférer, supposer à partir des formes présentes. Mais les indices étaient partout. Les couleurs des papillons, les chants des baleines, les danses des oiseaux de paradis, tout cela racontait la même histoire. Le désir façonne la vie. Pendant que le monde débattait de ses grandes théories, Darwin passait des heures dans son jardin à observer quelque chose que personne ne jugeait digne d'attention, les vers de terre. Il les étudiait avec une patience infinie. Il notait comment ils creusaient, comment ils déplaçaient la terre, comment ils engloutissaient les feuilles mortes et les transformaient en sol fertile. Il mesurait la quantité de terre qu'un seul ver pouvait déplacer en une année. Il multipliait ce chiffre par le nombre de vers dans un hectare. Il calculait qu'en quelques décennies, ces créatures minuscules et méprisées retournaient entièrement la couche superficielle du sol. Il comprenait que sans eux, sans leur travail invisible et incessant, la terre serait stérile. Les plantes ne pourraient pas pousser, les forêts ne pourraient pas exister.
En 1881, l'année avant sa mort, il publia un livre entier sur ce sujet. La formation de la terre végétale par l'action des vers de terre. Ce n'était pas un ouvrage mineur, c'était une démonstration de sa méthode, de sa philosophie. Il montrait que les plus grands changements peuvent être produits par les plus petits agents, à condition qu'ils agissent longtemps, patiemment, sans interruption. C'était la même logique que celle de l'évolution. Pas de catastrophe soudaine, pas de miracle, juste l'accumulation lente et régulière de petites modifications. Les critiques se moquèrent. Un grand scientifique qui passe ses dernières années à ramper dans la boue pour compter les vers? Mais d'autres comprirent. Darwin leur montrait que rien n'est insignifiant dans la nature, que tout est lié, que la grandeur se construit à partir de l'infiniment petit. Il y avait quelque chose de profondément humble dans cette démarche. Darwin ne cherchait pas la gloire dans les grandes déclarations. Il la trouvait dans l'observation minutieuse, dans le respect du détail, dans la reconnaissance que la nature était plus complexe, plus subtile, plus merveilleuse que n'importe quelle théorie humaine. Il ne prétendait pas tout expliquer. Il reconnaissait les limites de son savoir. Il laissait des questions ouvertes. Il invitait les générations futures à continuer le travail. C'était peut-être là son plus grand héritage. Non pas une doctrine close, mais une méthode vivante, une façon de regarder le monde avec curiosité, rigueur et émerveillement. L'influence de Darwin dépassa rapidement les frontières de la biologie. Ses idées se répandirent dans tous les domaines de la pensée humaine. Les philosophes commencèrent à réfléchir aux implications de l'évolution pour la morale, la politique, la religion. Les économistes virent dans la sélection naturelle un modèle pour comprendre la compétition commerciale. Les sociologues tentèrent d'appliquer les principes darwiniens aux sociétés humaines, avec des résultats parfois catastrophiques. Le darwinisme social, cette perversion de la théorie de Darwin qui justifiait l'inégalité, le racisme, l'impérialisme, prétendait se fonder sur la science, mais trahissait profondément l'esprit de Darwin. Lui n'avait jamais affirmé que la nature donnait des leçons morales. Il n'avait jamais dit que ce qui est naturel est bon. Il décrivait ce qui est, non ce qui devrait être. Il montrait comment la vie fonctionne, pas comment les sociétés devraient être organisées. Mais malgré ces détournements, malgré ces malentendus, la pensée darwinienne transforma fondamentalement notre rapport au monde. Elle nous apprit à voir le temps différemment, non plus comme un cycle ou une dégénérescence, mais comme un développement, une histoire avec une direction même si cette direction n'était pas prédéterminée. Elle nous apprit à voir l'humanité différemment, non plus comme le centre de la création, mais comme une branche parmi d'autres dans l'arbre de la vie. Remarquable certes, mais pas séparée, pas à part. Elle nous apprit à voir la nature différemment, non plus comme une horloge parfaite conçue par un horloger divin, mais comme un processus dynamique, créatif, sans fin. Pour certains, cette vision était libératrice. Elle ouvrait des possibilités immenses de compréhension, d'exploration, de découverte. Pour d'autres, elle était terrifiante. Elle semblait priver le monde de sens, réduire l'homme à un accident, dissoudre les certitudes dans le flux aveugle du devenir. Darwin lui-même ne partageait ni l'enthousiasme excessif, ni le désespoir. Il regardait simplement le monde tel qu'il le voyait, avec toute sa complexité, sa beauté et sa cruauté. Il ne cherchait pas à consoler, ni à choquer, il cherchait à comprendre. Malgré sa renommée croissante, malgré la reconnaissance de ses pairs, malgré les honneurs qui commençaient à pleuvoir, Darwin restait un homme tourmenté par le doute. Non pas le doute scientifique, celui-là était productif, nécessaire, inhérent à sa méthode, mais un doute plus profond, plus intime, qui touchait au sens même de sa vie et de son travail. Il se demandait parfois s'il n'avait pas détruit plus qu'il n'avait construit, s'il n'avait pas enlevé aux hommes quelque chose d'essentiel en leur montrant qu'ils n'étaient pas des créatures privilégiées, mais des produits du hasard et de la nécessité. Il voyait la souffrance de sa femme Emma,
qui priait pour son âme, qui craignait de ne pas le retrouver dans l'au-delà parce qu'il ne partageait plus sa foi. Il ressentait cette distance entre eux, non pas hostile, mais douloureuse, irrémédiable. Lui-même ne savait plus très bien ce qu'il croyait. Il n'était pas athée, du moins pas au sens militant du terme. Il se définissait plutôt comme agnostique, un terme qu'avait inventé son ami Thomas Huxley. Il reconnaissait qu'il ne savait pas si Dieu existait. Il penchait pour le non, mais il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. Ce qui était certain, c'est qu'il ne pouvait plus croire au Dieu personnel, bienveillant, interventionniste de sa jeunesse. Trop de souffrance dans le monde, trop de cruauté, trop d'indifférence. Il avait vu trop de choses pendant son voyage. Des enfants mourant de faim, des animaux dévorés vivants, des espèces entières rayées de l'existence. Comment un Dieu bon pouvait-il avoir créé un monde pareil? Et pourtant, il ne pouvait pas non plus abandonner complètement l'idée d'un ordre, d'une harmonie sous-jacente. La nature était trop belle, trop complexe, trop ingénieuse pour être le simple résultat du chaos. Mais peut-être que cette beauté, cette complexité, cette ingéniosité n'avaient pas besoin d'un créateur. Peut-être qu'elles émergeaient spontanément des lois aveugles de la sélection du temps et du hasard. C'était vertigineux, c'était troublant, mais c'était aussi fascinant. Il y eut un événement dans la vie de Darwin qui marqua probablement plus que tout autre la fracture définitive avec sa foi d'origine. En 1851, sa fille Annie, âgée de 10 ans, mourut après une longue maladie. Elle était son enfant préféré, vive, intelligente, affectueuse. Sa mort le détruisit. Il resta des jours entiers prostré, incapable de travailler, incapable de penser. Il écrivit un petit texte sur elle, pour lui-même, pour garder sa mémoire vivante. Il y décrivait son caractère, ses habitudes, ses sourires. C'était d'une tendresse déchirante. Et c'était aussi un adieu, non seulement à elle, mais à l'idée qu'un Dieu juste et bon gouvernait le monde. Comment un tel Dieu pouvait-il permettre la mort d'un enfant innocent? Comment pouvait-il laisser souffrir une créature si pure, si pleine de vie? Darwin ne trouvait pas de réponse. Les consolations religieuses qu'on lui offrait sonnaient creux. On lui disait que c'était la volonté de Dieu, que Annie était maintenant au paradis, qu'il fallait accepter. Mais il ne pouvait pas accepter. Il ne voulait pas d'un paradis qui lui avait pris sa fille. Il voulait qu'elle vive. Il voulait qu'elle grandisse, qu'elle rie, qu'elle existe. Et cette volonté-là, la nature la lui avait refusée. Non par méchanceté, non par jugement, mais par simple indifférence. La maladie ne distingue pas entre le juste et l'injuste. Elle frappe aveuglément. C'était une vérité brutale, insupportable, mais c'était une vérité. Après la mort d'Annie, Darwin ne retourna jamais à l'église. Il continuait à accompagner sa famille parfois, par respect pour Emma, mais il restait dehors, à marcher dans le cimetière, à attendre que l'office se termine. Il ne priait plus. Il ne cherchait plus de sens dans la souffrance. Il acceptait simplement que le monde était tel qu'il était, beau et terrible à la fois, créatif et destructeur, généreux et impitoyable. Et il continuait son travail, non pour trouver une consolation, mais pour comprendre. C'était sa façon de donner du sens à l'existence, non pas en inventant des histoires rassurantes, mais en cherchant la vérité, aussi dure soit-elle. Même dans ces dernières années, même alors que sa réputation scientifique était solidement établie, Darwin ne cessa jamais d'être une figure controversée. Chaque nouvelle édition de l'origine des espèces suscitait de nouvelles critiques. Certaines étaient scientifiques, pointant des faiblesses réelles dans sa théorie. Il manquait un mécanisme d'hérédité. Il ne pouvait pas expliquer comment les variations se transmettaient sans se diluer. Il ne connaissait pas les lois de Mendel, qui ne seraient redécouvertes qu'après sa mort. Il ne pouvait pas répondre à toutes les objections. Il le savait, il l'admettait, il continuait à chercher. D'autres critiques étaient idéologiques, théologiques, viscérales. Elles venaient de gens qui ne pouvaient pas,
ne voulaient pas accepter que l'homme descende d'ancêtres animaux. Pour eux, c'était une insulte, une dégradation, une négation de tout ce qui faisait la dignité humaine. Darwin essayait de les rassurer. Il écrivait que reconnaître notre parenté avec les animaux ne nous rabaissait pas. Au contraire, cela nous permettait de mieux comprendre nos propres capacités, nos propres limites. Cela nous rappelait que nous faisions partie d'un tout, d'un immense réseau de vie qui s'étendait sur des millions d'années et des millions d'espèces. Mais ces arguments ne convainquaient pas ceux qui avaient déjà décidé de ne pas être convaincus. Il n'avait jamais dit que la sélection naturelle était un modèle à suivre pour les sociétés humaines. Il n'avait jamais prétendu que la compétition devait être encouragée, que les faibles devaient être abandonnés. Au contraire, dans la filiation de l'homme, il avait souligné que la compassion, l'entraide, la coopération étaient des traits humains profondément enracinés, façonnés par l'évolution elle-même. Que les sociétés les plus prospères n'étaient pas celles qui laissaient mourir leurs membres vulnérables, mais celles qui les protégeaient, les soignaient, les incluaient. Mais ces nuances se perdaient dans le bruit. Les slogans étaient plus faciles à retenir que les arguments subtils. Darwin mourut en 1882, mais son œuvre continua à vivre, à évoluer, à se transformer. Dans les décennies qui suivirent, sa théorie fut mise à l'épreuve, affinée, enrichie par de nouvelles découvertes. La redécouverte des lois de Mendel au début du XXe siècle fournit enfin le mécanisme d'hérédité qui manquait à Darwin. On comprit comment les traits se transmettaient de génération en génération sans se diluer. On comprit le rôle des mutations, ces changements aléatoires dans le matériel héréditaire qui créaient la variation sur laquelle la sélection pouvait agir. On comprit la structure de l'ADN, ce code génétique qui portait l'information de toute vie. Tout cela confirmait et approfondissait la vision darwinienne. Dans les années 1930 et 1940, une nouvelle synthèse émergea, combinant la génétique mendélienne, la théorie de l'évolution de Darwin, les mathématiques de la génétique des populations. C'était ce qu'on appela la théorie synthétique de l'évolution, ou néo-darwinisme. Elle montrait que l'évolution n'était pas seulement une idée vague, mais un processus précis, mesurable, prévisible dans certaines limites. Elle unifiait la biologie autour d'un cadre théorique commun. Comme le dit le biologiste Theodosius Dobzhansky, rien en biologie n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution. C'était l'aboutissement du travail de Darwin, même s'il ne l'avait pas vécu. Mais la science ne s'arrêta pas là. Elle continua à découvrir, à remettre en question, à complexifier. On découvrit que l'évolution ne se faisait pas toujours à un rythme constant, mais parfois par saut, par équilibre ponctué. On découvrit que la sélection n'agissait pas seulement au niveau des individus, mais aussi au niveau des gènes, des groupes, des espèces. On découvrit l'évolution moléculaire, l'horloge moléculaire qui permettait de dater les divergences entre espèces. On découvrit l'épigénétique, ces modifications héritables qui ne touchaient pas la séquence de l'ADN elle-même. Chaque découverte ajoutait une couche de complexité, mais toutes restaient compatibles avec le cadre darwinien fondamental. Variation, hérédité, sélection, temps. Au-delà de la science, l'idée d'évolution pénétra profondément la culture. Elle influença la littérature, l'art, la philosophie, la politique. Des écrivains comme H.G. Wells imaginèrent des futurs où l'humanité continuait à évoluer, parfois vers le meilleur, parfois vers le pire. Des artistes explorèrent les formes organiques, les mutations, les hybridations. Des philosophes comme Nietzsche, bien qu'il ne fût pas strictement darwinien, reprirent l'idée d'un devenir sans finalité, d'une vie comme volonté de puissance, de dépassement. Des idéologues, malheureusement, détournèrent l'évolution pour justifier leurs agendas, du racisme scientifique à l'eugénisme. Mais il y eut aussi des appropriations plus positives. L'idée que l'humanité n'était pas figée, qu'elle pouvait changer, progresser, s'adapter, inspira des mouvements d'émancipation, d'éducation,
de réforme sociale. Si nous n'étions pas définis par une nature immuable, alors nous pouvions nous transformer, individuellement et collectivement. Cette plasticité était à la fois une promesse et une responsabilité. Nous n'étions pas condamnés à répéter le passé. Nous pouvions inventer de nouveaux futurs. Mais nous devions le faire consciemment, délibérément, en tenant compte des leçons de la nature, sans pour autant la prendre comme modèle moral. Dans l'éducation, la théorie de l'évolution devint progressivement un pilier de l'enseignement scientifique. Mais elle rencontra aussi des résistances, parfois violentes. Dans certains pays, dans certaines régions, l'enseignement de l'évolution fut interdit, censuré, combattu. Des procès eurent lieu. Le plus célèbre étant le procès Scope en 1925 aux États-Unis, où un professeur fut poursuivi pour avoir enseigné l'évolution en violation d'une loi d'État. Ces batailles continuèrent tout au long du XXe siècle et se poursuivent encore au XXIe, dans des formes nouvelles. Créationnisme, dessin intelligent, négationnisme scientifique. À chaque génération, il fallait défendre à nouveau la science, à nouveau la raison, à nouveau le droit de comprendre le monde tel qu'il est. L'une des questions les plus délicates et les plus importantes concernant l'héritage de Darwin est son rapport à la race humaine. Darwin vivait à une époque où le racisme était omniprésent, où l'esclavage existait encore dans certaines parties du monde, où les théories sur la hiérarchie des races étaient considérées comme scientifiquement respectables. Comment se situait-il par rapport à tout cela ? La réponse est complexe, nuancée, parfois contradictoire. D'un côté, Darwin était viscéralement opposé à l'esclavage. Son expérience au Brésil, où il avait vu de ses propres yeux la brutalité du système esclavagiste, l'avait profondément marqué. Il en parlait avec dégoût, avec horreur. Il refusait toute justification de l'esclavage, qu'elle soit économique ou religieuse. Sur ce point, il était ferme, cohérent, admirable. D'un autre côté, Darwin partageait certains des préjugés de son époque. Il considérait les peuples européens comme plus avancés, plus civilisés que les peuples qu'il appelait sauvages. Il employait ce terme sans malice, mais il l'employait. Il pensait que l'évolution culturelle suivait un chemin progressif, des sociétés simples vers des sociétés complexes, et que certains peuples étaient plus loin sur ce chemin que d'autres. Il ne justifiait pas pour autant la domination coloniale, mais il ne la condamnait pas non plus avec la force qu'il aurait pu. Il y avait chez lui une tension non résolue entre son humanisme profond et les cadres conceptuels de son temps. Ce qui est crucial, c'est que sa théorie elle-même ne soutenait pas le racisme. Au contraire, elle le sapait. Darwin insistait sur le fait que toutes les races humaines appartenaient à une seule et même espèce, qu'elles avaient un ancêtre commun, que les différences entre elles étaient superficielles, récentes, mineures comparées à ce qui les unissait. Il rejetait l'idée de races séparées créées distinctement. Il montrait que la variation humaine était continue, graduelle, qu'il n'y avait pas de frontières nettes. Cela contredisait frontalement les théories racistes de son époque qui postulaient des différences essentielles, innées, insurmontables entre les races. Malheureusement, cela n'empêcha pas certains de ses successeurs de déformer son travail pour le mettre au service du racisme scientifique. Mais ce n'était pas Darwin. C'était une trahison de Darwin. De son vivant, Darwin était conscient que le registre fossile était incomplet, fragmentaire, insuffisant pour prouver définitivement sa théorie. Il en parlait ouvertement dans L'origine des espèces, reconnaissant que c'était l'une des objections les plus sérieuses qu'on pouvait lui faire. Où étaient les formes intermédiaires, ces chaînons manquants entre les grandes catégories d'organismes? Pourquoi ne trouvait-on pas de fossiles montrant la transition entre poissons et amphibiens, entre reptiles et oiseaux, entre singes et hommes? Darwin répondait que le processus de fossilisation était rare, que la plupart des organismes se décomposaient sans laisser de traces, que les couches géologiques étaient perturbées, érodées, perdues. Il prédisait que si sa théorie était juste, on finirait par trouver ces formes intermédiaires. Il avait raison.
Dans les décennies qui suivirent ta mort, les découvertes s'accumulèrent. On trouva l'Archaeopteryx, ce fossile extraordinaire qui possédait à la fois des caractéristiques de reptile, dents, queue osseuse, griffes, et des caractéristiques d'oiseau, plumes, ailes. C'était précisément le type de forme intermédiaire que la théorie prédisait. On trouva des fossiles de mammifères primitifs, avec des traits reptiliens. On trouva des poissons à nageoires lobées qui montraient comment les membres terrestres avaient pu évoluer. On trouva, beaucoup plus tard, des hominidés fossiles, Lucie, Homo habilis, Homo erectus, Néandertal. Toute une série de formes montrant la transition progressive entre nos ancêtres simiesques et l'homme moderne. Chaque découverte comblait un vide, renforçait le tableau d'ensemble. Et ce processus ne s'est jamais arrêté. Au XXIe siècle, on continue à découvrir de nouveaux fossiles, de nouvelles espèces, de nouvelles transitions. On a trouvé des serpents avec des pattes, des baleines avec des pattes arrière, des dinosaures à plumes. Le registre fossile, loin d'être une objection à l'évolution, en est devenu l'une des confirmations les plus spectaculaires. Il raconte une histoire cohérente, une histoire de transformation continue, d'expérimentation sans fin, de diversification explosive, suivie parfois d'extinction massive. C'est une histoire bien plus riche, bien plus étrange, bien plus fascinante que tout ce que Darwin aurait pu imaginer. Mais c'est son histoire. C'est celle qu'il a commencé à raconter. Si Darwin pouvait voir où en est la science aujourd'hui, que penserait-il ? Sans doute serait-il émerveillé par les technologies que nous possédons. Le séquençage de l'ADN, la microscopie électronique, la phylogénétique moléculaire, tout ce qui permet de lire directement dans le livre de la vie. Il serait fasciné par les preuves de l'évolution au niveau moléculaire, par le fait qu'on peut comparer le génome de millions d'espèces, tracer leur parenté avec une précision qu'il n'aurait jamais cru possible. Il serait probablement amusé de constater que certains des mécanismes qu'il avait proposés se sont révélés corrects, que d'autres ont été modifiés, enrichis, complexifiés. C'est ainsi que fonctionne la science. Aucune théorie n'est définitive. Toutes sont provisoires, ouvertes à la révision. Mais certaines, comme la sienne, sont si fondamentales, si bien étayées, qu'elles résistent à toutes les épreuves et continuent à guider la recherche plus d'un siècle après leur formulation. Il serait probablement attristé de voir que les controverses autour de l'évolution persistent, que la science doit encore se battre contre l'obscurantisme, contre le déni, contre l'ignorance volontaire. Mais peut-être comprendrait-il aussi que c'est inévitable, que les idées qui touchent à nos origines, à notre nature, à notre place dans l'univers, ne peuvent pas être neutres, qu'elles soulèvent des questions profondes, des peurs, des espoirs, qu'il est normal qu'elles rencontrent de la résistance. Ce qui compte, c'est de continuer à chercher, à observer, à raisonner, à transmettre. C'est de ne jamais renoncer à la curiosité, à l'honnêteté intellectuelle, à l'humilité devant les faits. Darwin serait peut-être inquiet aussi de voir comment son nom est parfois invoqué pour justifier des choses qu'il n'aurait jamais cautionnées. L'exploitation sans limite de la nature au nom de la compétition. La négligence des plus faibles au nom de la sélection. La destruction de la biodiversité au nom du progrès. Lui qui avait passé sa vie à observer, à respecter, à s'émerveiller devant la complexité du vivant, il comprendrait mieux que quiconque que nous faisons partie de cette nature, que nous dépendons d'elle, que sa destruction est notre destruction. L'évolution nous a donné un cerveau capable de comprendre le monde. Elle nous a donné aussi une responsabilité, celle de protéger ce monde, de préserver cette diversité qui a mis des milliards d'années à se construire. L'une des contributions les plus profondes de Darwin fut peut-être de nous faire comprendre le temps. Non pas le temps humain, celui des années, des décennies, des siècles, mais le temps géologique, le temps évolutif, ce qu'on appelle le temps profond, des millions d'années, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, des échelles tellement vastes,
qu'elle dépasse notre imagination. Avant Darwin, la plupart des gens en Occident croyaient que la Terre avait quelques milliers d'années. L'archevêque Ussher avait calculé, à partir de la Bible, que la création avait eu lieu en 4004 avant notre ère. 6000 ans, c'était tout. Dans ce cadre, l'évolution était impossible. Il n'y avait pas assez de temps. Darwin, s'appuyant sur les travaux des géologues comme Lyell, comprit que la Terre était immensément ancienne. Que les couches de roches racontaient une histoire de millions d'années. Que les processus lents, érosion, sédimentation, soulèvement, pouvaient accomplir des transformations gigantesques s'ils disposaient de suffisamment de temps. Et il appliqua la même logique à la vie. Si on lui donnait assez de temps, la sélection naturelle pouvait transformer un organisme simple en un organisme complexe. Elle pouvait faire apparaître un œil, une aile, un cerveau. Elle pouvait générer toute la diversité que nous voyons autour de nous. Le temps était l'ingrédient essentiel. Le temps est la patience de la nature. Cette prise de conscience du temps profond change tout. Elle nous fait voir notre propre existence différemment. Nous, les humains modernes, Homo sapiens, existons depuis environ 300 000 ans. C'est un clin d'œil à l'échelle de la vie sur Terre, qui existe depuis plus de 3,5 milliards d'années. Nos civilisations, nos villes, nos technologies, tout cela n'existe que depuis quelques milliers d'années. Nous sommes des nouveaux venus, des arrivants très récents dans une histoire immensément longue. Cela devrait nous rendre humbles, cela devrait aussi nous rendre prudents. Nous avons la capacité, pour la première fois dans l'histoire de la vie, de modifier profondément notre environnement, de provoquer des extinctions massives, de changer le climat. Mais nous n'avons pas encore la sagesse qui devrait accompagner un tel pouvoir. L'évolution n'est pas un événement du passé. Elle continue ici et maintenant, partout autour de nous. Chaque génération d'organismes vivants est légèrement différente de la précédente. Chaque environnement qui change exerce une nouvelle pression sélective. Nous pouvons observer l'évolution en temps réel dans les bactéries qui développent des résistances aux antibiotiques, dans les insectes qui s'adaptent aux pesticides, dans les poissons qui modifient leur taille en réponse à la pêche intensive. Darwin aurait été fasciné par ces exemples. Ils auraient la confirmé tout ce qu'il avait prédit. L'évolution n'est pas une théorie abstraite, c'est un processus vivant, dynamique, observable. Les humains eux-mêmes continuent à évoluer. Nous ne sommes pas le produit final de l'évolution, son aboutissement ultime. Nous sommes simplement une forme parmi d'autres, à un moment donné de l'histoire de la vie. Certaines populations humaines ont développé des adaptations particulières. La tolérance au lactose chez les populations d'éleveurs laitiers, la capacité à vivre en altitude chez les Tibétains, la résistance à certaines maladies dans des régions où ces maladies sont endémiques. Ces changements se sont produits récemment, au cours des derniers milliers ou dizaines de milliers d'années. Ils montrent que l'évolution humaine n'est pas terminée. Elle se poursuit, bien que les pressions sélectives aient changé. Nous ne luttons plus principalement contre les prédateurs ou la famine. Nous luttons contre les maladies chroniques, la pollution, le stress. Et notre corps, notre esprit, notre génome continuent à s'adapter, lentement, imperceptiblement, mais réellement. Mais il y a aussi une autre forme d'évolution, beaucoup plus rapide, qui est en train de prendre le relais, l'évolution culturelle. Les humains transmettent non seulement des gènes, mais aussi des idées, des techniques, des connaissances. Cette transmission culturelle est beaucoup plus rapide que la transmission génétique. Une innovation peut se répandre dans le monde entier en quelques années, quelques mois, quelques jours avec les technologies modernes. Cette évolution culturelle obéit à des règles différentes de l'évolution biologique, mais elle présente aussi des similitudes. Variation, sélection, hérédité. Les idées mutent, se combinent, se reproduisent. Certaines réussissent, se répandent, persistent. D'autres échouent, disparaissent, sont oubliées. C'est une forme de darwinisme appliquée aux idées, ce qu'on appelle parfois la mémétique.
Darwin n'aurait probablement pas utilisé ce terme, mais il aurait reconnu le principe. Il y avait une question que Darwin aborda avec beaucoup de prudence, mais qu'il ne put jamais véritablement résoudre. La conscience. Comment expliquer que des processus physiques, des neurones qui s'activent, des molécules qui se déplacent, puissent donner naissance à une expérience subjective, à un ressenti, à un moi? C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Darwin pensait que la conscience aussi avait évolué, qu'elle n'était pas apparue soudainement chez l'homme, mais s'était développée progressivement à partir de formes plus simples de sensibilité, de perception, de réactivité. Les animaux aussi avaient des expériences, même si elles étaient peut-être moins complexes, moins réfléchies que les nôtres. Où tracer la ligne? Un chien est-il conscient? Une souris? Un poisson? Un insecte? Une bactérie? Darwin ne prétendait pas savoir. Il suggérait simplement qu'il n'y avait pas de saut, pas de frontière nette, mais un continuum, une gradation. Cette idée reste aujourd'hui au cœur des recherches en neurosciences, en éthologie, en philosophie de l'esprit. Nous comprenons de mieux en mieux les mécanismes neurologiques de la conscience, les régions du cerveau impliquées, les patterns d'activité qui la caractérisent. Mais nous ne comprenons toujours pas vraiment pourquoi ces mécanismes produisent une expérience. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être un humain, un chien, une chauve-souris? C'est peut-être la dernière grande énigme que Darwin nous a laissée. Ou peut-être que la réponse est déjà là, dans sa méthode. Observer, comparer, chercher les continuités, refuser les explications miraculeuses, accepter que nous ne comprenions pas encore tout, mais que nous pouvons continuer à apprendre. Darwin ne se considérait pas comme un moraliste. Il ne cherchait pas à tirer des leçons éthiques de sa théorie. Il se méfiait de ceux qui voulaient déduire le devoir de l'être, ce qui devrait être de ce qui est. Mais il était impossible de ne pas réfléchir aux implications morales de ces découvertes. Si nous étions des animaux parmi d'autres, si nous partagions avec eux une histoire commune, des émotions communes, une vulnérabilité commune, alors ne leur devions-nous pas une considération morale? Darwin était sensible à la souffrance animale. Il s'opposait aux expériences cruelles, à la chasse pour le plaisir, à toute forme de brutalité inutile. Il pensait que la compassion devait s'étendre au-delà de notre espèce, non par sentimentalisme, mais par cohérence. Si la capacité à souffrir était le critère moral, alors les animaux comptaient. Il pensait aussi que l'évolution nous avait donné les fondements de la morale. Le sens de la justice, l'empathie, le désir de coopérer, tout cela avait des racines biologiques. Mais il reconnaissait aussi que la biologie ne suffisait pas, que la morale humaine allait au-delà de l'instinct, qu'elle impliquait la raison, la réflexion, le choix délibéré. Nous pouvions choisir d'aller contre nos impulsions, de protéger les faibles plutôt que de les abandonner, de construire des sociétés justes plutôt que de laisser la force primer. L'évolution nous avait fait tels que nous sommes, avec nos capacités et nos limites. Mais elle ne nous dictait pas ce que nous devions faire. Elle nous donnait les outils. À nous de décider comment les utiliser. Cette vision d'une éthique naturaliste mais non réductionniste reste aujourd'hui d'une grande actualité. Face aux défis écologiques, aux questions de justice sociale, aux dilemmes bioéthiques posés par les nouvelles technologies, nous avons besoin de comprendre notre nature biologique sans pour autant nous y soumettre passivement. Nous sommes des êtres naturels, mais aussi des êtres culturels, rationnels, moraux. L'évolution explique d'où nous venons. Elle ne détermine pas où nous allons. Cela, c'est à nous de le décider. Revenons à Down House, à ce jardin tranquille où Darwin passa les dernières décennies de sa vie. C'était un endroit modeste, sans prétention. Pas un laboratoire sophistiqué, pas un observatoire équipé des derniers instruments. Juste un jardin anglais ordinaire, avec ses pelouses, ses massifs de fleurs, ses arbres fruitiers. Et pourtant, c'est là que Darwin fit certaines de ses observations les plus importantes. Il étudiait les orchidées, ces fleurs extraordinaires qui ont développé des stratégies complexes pour attirer les pollinisateurs.
il découvrit qu'une orchidée particulière, avec un éperon de plus de 30 cm, devait être pollinisée par un insecte avec une trompe d'une longueur correspondante. Il prédit l'existence de cet insecte avant même qu'on ne l'ait découvert. Des années plus tard, on trouva effectivement un papillon de nuit avec une trompe de la longueur exacte. C'était une confirmation éclatante du principe de coévolution. Les espèces évoluent les unes en fonction des autres, dans une danse complexe d'adaptation réciproque. Il étudiait aussi les plantes grimpantes, observant comment elles s'enroulaient autour des supports, comment elles exploraient l'espace, comment elles semblaient presque intelligentes dans leur recherche de la lumière. Il documentait tout, prenait des notes minutieuses, faisait des expériences simples mais ingénieuses. Il prouvait que les plantes réagissaient à la gravité, à la lumière, au toucher, qu'elles n'étaient pas des objets inertes mais des organismes sensibles, capables d'une forme de perception et de réponse. Tout cela dans son jardin, avec les moyens les plus simples, juste en regardant attentivement, en se posant les bonnes questions, en ayant la patience d'attendre les réponses. Ce jardin est aujourd'hui un musée, un lieu de pèlerinage pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la science. On peut y marcher sur le même chemin sablonneux où Darwin faisait ses promenades quotidiennes, le Sandwalk qu'il appelait sa piste de réflexion. On peut voir sa maison, son cabinet, ses livres, ses instruments. On peut essayer d'imaginer ce que c'était de vivre là, de penser là, de transformer là notre compréhension du monde. C'est un rappel que la grande science ne nécessite pas toujours de grandes institutions, de grands budgets, de grandes équipes. Parfois, elle nécessite juste un esprit curieux, un œil attentif et du temps. Beaucoup de temps. Darwin était un homme de lettres, au sens le plus littéral du terme. Il écrivait constamment, plusieurs lettres par jour, parfois plus. Il correspondait avec des centaines de personnes à travers le monde. Des scientifiques, bien sûr, mais aussi des fermiers, des jardiniers, des éleveurs, des voyageurs, des amateurs de tous horizons. Il leur posait des questions précises, détaillées. Comment se comportent vos pigeons ? Quelles sont les variations que vous observez dans vos cultures ? Avez-vous remarqué des changements chez vos animaux domestiques ? Il collectait ainsi des informations que jamais il n'aurait pu rassembler seul. C'était une forme de science collaborative avant la lettre. Un réseau mondial d'observateurs qui, souvent sans le savoir, contribuait à construire la théorie de l'évolution. Ces lettres nous révèlent un Darwin différent de l'image austère qu'on a parfois de lui. Un homme chaleureux, généreux de son temps, toujours prêt à encourager un jeune chercheur, à discuter une idée, à reconnaître ses propres doutes. Il avouait ses erreurs, demandait conseil, remerciait abondamment. Il n'y avait pas de hauteur, pas de condescendance, juste une curiosité insatiable et une courtoisie constante. Certaines de ces correspondances durèrent des décennies. Avec Joseph Hooker, le botaniste, il échangea des milliers de lettres, formant l'une des amitiés les plus profondes et les plus productives de l'histoire de la science. Hooker fut l'un des premiers à qui Darwin confia ses idées sur l'évolution, bien avant la publication. Il fut aussi l'un de ses plus fidèles défenseurs, présent dans les moments de doute, de crise, de controverse. Avec Asa Gray, botaniste américain, Darwin entretint une correspondance fascinante sur la question de la religion. Gray était un chrétien convaincu qui pensait pouvoir concilier l'évolution avec la foi en un Dieu créateur. Darwin respectait profondément cette position, même s'il ne la partageait pas. Il n'essayait pas de convertir Gray à l'agnosticisme. Il exposait simplement ses propres difficultés, ses propres interrogations. Comment croire en une providence bienveillante quand on observe la cruauté de la nature, la guêpe qui paralyse une chenille pour que ses larves la dévorent vivantes? Comment trouver un dessein intelligent dans tant de gaspillage, d'imperfection, de souffrance? Ces lettres montrent un Darwin qui luttait réellement avec ces questions, qui ne prenait pas à la légère les implications de sa théorie, qui mesurait le poids de ce qu'il était en train de dire au monde. Darwin eut 10 enfants avec Emma,
3 moururent jeunes, ce qui était hélas commun à l'époque, mais ne rendait pas la douleur moins vive. Les 7 autres survécurent et plusieurs eurent des carrières remarquables. Son fils Georges devint astronome et mathématicien. Francis devint botaniste, travaillant notamment sur les mouvements des plantes. Horace devint ingénieur. Léonard s'intéressa à l'eugénisme. Hélas, reprenant des idées que son père n'avait qu'effleurées et les poussant dans des directions qu'il n'aurait probablement pas approuvées. Cette question de l'eugénisme, l'idée d'améliorer l'espèce humaine par une sélection dirigée, fut l'une des perversions les plus tragiques du darwinisme. Darwin lui-même avait exprimé des inquiétudes sur le fait que la civilisation, en protégeant les faibles, pouvait ralentir la sélection naturelle. Mais il n'avait jamais proposé de solution coercitive. Il pensait que la compassion, la solidarité, étaient des valeurs plus importantes que l'efficacité évolutive. Malheureusement, d'autres ne furent pas aussi prudents. La famille Darwin forma une véritable dynastie scientifique qui se poursuivit sur plusieurs générations. Les descendants de Charles comptèrent de nombreux scientifiques, artistes, intellectuels. Cette continuité est touchante. Elle montre que l'héritage n'est pas seulement biologique ou intellectuel, mais aussi culturel, familial. Les valeurs que Darwin incarnait, la curiosité, la rigueur, l'honnêteté, le respect de la vérité, se transmirent de génération en génération. Pas toujours parfaitement, pas sans déviation ni erreur, mais comme une tradition vivante, un fil conducteur. Emma Darwin elle-même mérite qu'on s'attarde sur elle. Elle vécut jusqu'en 1904, bien après la mort de son mari. Elle fut son soutien constant, même quand elle ne comprenait pas ou n'approuvait pas toutes ses idées. Elle gérait la maison, s'occupait des enfants, créait l'environnement stable dont Darwin avait besoin pour travailler. Sans elle, il n'aurait probablement jamais pu accomplir ce qu'il a accompli. Mais elle fut plus qu'une simple aide. Elle fut une interlocutrice, une présence, quelqu'un qui le ramenait au quotidien, aux choses simples, quand il se perdait dans ses pensées vertigineuses. Leur relation, malgré les tensions dues à leur différence de conviction, resta profonde, tendre jusqu'au bout. C'est un aspect de Darwin qu'on oublie parfois. L'homme derrière le scientifique, le mari, le père, l'ami. Il y a quelque chose de paradoxal dans la révolution darwinienne. C'est peut-être la révolution la plus profonde de l'histoire de la pensée occidentale. Plus profonde même que Copernic qui avait déplacé la Terre du centre de l'univers. Plus profonde que Newton qui avait expliqué les mouvements des astres. Parce que Darwin touchait non pas à la position de l'homme dans l'espace, mais à sa nature même. Il redéfinissait ce que signifie être humain. Et pourtant, ce fut une révolution tranquille. Pas de barricades, pas de proclamation, pas de rupture brutale. Juste un livre, posé et argumenté, qui exposait des faits et proposait une explication. Juste un homme modeste, malade, qui travaillait dans son jardin et correspondait avec le monde. Cette tranquillité n'était pas de la timidité, c'était de la confiance. Darwin savait que si ses idées étaient justes, elles finiraient par s'imposer. Pas immédiatement, pas sans résistance, mais inévitablement. Parce que la vérité, à long terme, a une force propre. Non pas une vérité absolue, définitive, fermée, mais une vérité scientifique, provisoire, ouverte, qui s'impose par la cohérence, par la puissance explicative, par l'accumulation de preuves convergentes. Darwin ne demandait pas qu'on le croie sur parole. Il demandait qu'on examine les faits, qu'on suive les raisonnements, qu'on tire les conclusions. Et c'est ce que fit progressivement le monde scientifique, puis le monde éduqué, puis le monde tout court. Aujourd'hui, l'évolution n'est plus une théorie controversée en science. C'est un fait établi, aussi solidement que la rotation de la Terre autour du Soleil ou l'existence des atomes. Bien sûr, il reste des débats sur les mécanismes, sur les détails, sur les nuances. C'est normal, c'est même souhaitable. La science vit du débat, de la remise en question, de l'affinement constant. Mais le cadre général, l'idée que toutes les formes de vie descendent d'ancêtres communs par un processus de variation et de sélection,
Cela n'est plus en question. Cela fait partie de notre savoir fondamental sur le monde. Et c'est l'œuvre d'un homme qui avait peur de publier, qui doutait de lui-même, qui travaillait lentement, patiemment, dans la solitude de son cabinet de travail. L'une des critiques les plus fréquentes contre Darwin, alors et maintenant, est qu'il aurait désenchanté le monde, qu'en expliquant la vie par des mécanismes naturels, il aurait ôté le mystère, la magie, la beauté, qu'il aurait réduit l'homme à une machine, la nature à un algorithme aveugle. C'est exactement le contraire qui est vrai. Darwin n'a pas détruit l'émerveillement, il l'a approfondi. Il a montré que le monde est encore plus extraordinaire qu'on ne le croyait, qu'il n'a pas besoin d'être magique pour être merveilleux, qu'une explication ne diminue pas la beauté, elle la révèle. Prenez un œil. Avant Darwin, on disait « c'est si parfait, si complexe, que seul un créateur intelligent a pu le concevoir ». Darwin répondit « non, l'œil s'est formé progressivement, à partir de cellules photosensibles simples, par accumulation de petites améliorations, chacune apportant un avantage à son possesseur. Et voici le miracle. Nous pouvons reconstruire cette histoire. Nous pouvons trouver, dans la nature actuelle, tous les stades intermédiaires. Des organismes avec juste des taches sensibles à la lumière. D'autres avec des cupules. D'autres avec des lentilles primitives. D'autres avec des yeux quasi complets. Toute la gradation est là, sous nos yeux. Et quand on comprend cela, quand on réalise que cet organe incroyablement sophistiqué est le produit de millions d'années de tâtonnements aveugles, de tentatives, d'erreurs, de réussites accumulées, c'est encore plus impressionnant qu'un coup de baguette magique. Darwin lui-même l'exprimait magnifiquement dans la dernière phrase de l'origine des espèces. Il y a une grandeur dans cette conception de la vie, avec ses puissances diverses, insufflées à l'origine dans quelque forme ou dans une seule. Et, pendant que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une infinité de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. Cette phrase résume tout. L'humilité devant la complexité du vivant, la reconnaissance de la continuité de toutes les formes, l'acceptation du temps profond, et surtout, l'émerveillement intact, même renforcé, devant la beauté du processus. Plus d'un siècle et demi après la publication de l'origine des espèces, l'évolution reste un sujet de controverse dans certaines parties du monde. Aux États-Unis, dans plusieurs États, des tentatives régulières sont faites pour limiter son enseignement dans les écoles, pour lui donner le même temps que le créationnisme ou le dessin intelligent, pour présenter l'évolution comme simplement une théorie parmi d'autres. Ces résistances ne sont pas scientifiques. Aucun biologiste sérieux ne remet en question le fait de l'évolution. Elles sont idéologiques, religieuses, culturelles. Elles reflètent un malaise profond face à une vision du monde qui semble menacer certaines certitudes, certaines identités, certaines croyances fondamentales. Darwin lui-même avait anticipé ces résistances. Il savait qu'il touchait à quelque chose de sensible, de profond. Il savait que sa théorie serait perçue non comme une simple hypothèse scientifique, mais comme une remise en cause de l'ordre du monde. Et il avait raison, mais il espérait aussi que la raison, à long terme, finirait par l'emporter, que les faits finiraient par être acceptés, même par ceux que cela dérange. Ce processus est plus long, plus difficile qu'il ne l'avait peut-être imaginé, mais il continue. Chaque génération qui étudie l'évolution, qui comprend les mécanismes, qui voit les preuves, est une génération qui s'éloigne un peu plus de l'obscurantisme. Ce qui est paradoxal, c'est que les résistances à l'évolution sont souvent les plus fortes là où la science est la plus avancée, dans les pays les plus développés technologiquement. Ce n'est pas un problème de connaissances disponibles. C'est un problème d'acceptation, de ce qu'on appelle parfois la dissonance cognitive. Les gens peuvent utiliser des téléphones portables, bénéficier de la médecine moderne,
profiter de toutes les applications de la science, et en même temps refuser d'accepter l'un de ses fondements les plus solides. Cette contradiction est troublante. Elle montre que la science n'est pas simplement une question de faits, mais aussi de vision du monde, de valeurs, d'identité, et qu'on ne peut pas imposer une vision scientifique sans tenir compte de ces dimensions plus profondes. L'une des questions les plus difficiles que pose l'évolution est celle du sens. Si nous sommes le produit du hasard et de la nécessité, si nous n'avons pas été créés pour un but particulier, si nous ne sommes qu'une branche parmi d'autres dans l'arbre de la vie, une branche qui aurait pu ne pas exister, qui pourrait disparaître. Demain, alors quelle est la signification de notre existence ? Est-ce que la vie a encore un sens ? Darwin ne donnait pas de réponse définitive à cette question. Il n'était pas philosophe, il était naturaliste. Mais il suggérait, implicitement, que le sens n'est pas donné d'en haut, mais construit d'en bas. Que nous créons notre propre sens, par nos choix, par nos actions, par les relations que nous tissons, par l'héritage que nous laissons. Cette vision peut être vécue comme libératrice ou comme angoissante. Libératrice parce qu'elle nous donne une responsabilité, une autonomie. Nous ne sommes pas des pions dans un plan préétabli. Nous sommes des agents, capables de façonner notre destin, individuellement et collectivement. Angoissante parce qu'elle nous prive de la consolation d'un ordre transcendant, d'une garantie que tout a un sens, que la souffrance a une raison, que la justice sera faite dans un au-delà. Darwin avait ressenti cette angoisse. Il l'avait exprimée dans ses lettres, dans ses carnets privés. Il n'avait pas de solution facile. Il proposait simplement de continuer à vivre, à travailler, à chercher, à aimer, à construire, même dans l'incertitude, même dans le doute. Il y a quelque chose de profondément existentialiste dans cette position, avant même que l'existentialisme existe comme courant philosophique. L'idée que l'existence précède l'essence, que nous ne sommes pas définis par une nature fixe, mais par ce que nous faisons, par ce que nous devenons. Cette idée traverse toute l'œuvre de Darwin. Les espèces ne sont pas des essences platoniciennes, éternelles et immuables. Elles sont des populations variables, en flux constant, définies rétrospectivement par leur histoire, mais ouvertes à de multiples futurs possibles. De même, l'humanité n'est pas une essence fixe. Nous sommes ce que nous avons été, ce que nous sommes, et surtout ce que nous deviendrons. Et cette dernière partie dépend de nous. Dans ces dernières années, Darwin travaillait encore, malgré la maladie, malgré l'épuisement. Il publia son dernier livre sur les vers de terre, comme nous l'avons vu. Il continuait à correspondre, à observer, à réfléchir. Il n'était pas pressé. Il ne cherchait plus la reconnaissance. Il l'avait déjà. Il ne cherchait plus à convaincre. Il avait déjà changé le monde. Il cherchait simplement à comprendre, toujours plus, toujours mieux. C'était sa nature. Il ne pouvait pas s'arrêter. Quand il mourut, le 19 avril 1882, il laissa derrière lui une œuvre immense. Pas seulement l'origine des espèces et la filiation de l'homme, mais aussi des dizaines d'autres livres et articles sur les sujets les plus variés. Les récifs coralliens, les orchidées, les plantes grimpantes, les plantes insectivores, l'expression des émotions, les variations des animaux et des plantes domestiques, les mouvements des plantes, et bien sûr, les vers de terre. Chacun de ces travaux était une pierre dans un édifice plus vaste. Darwin construisait une vision unifiée du vivant, où tout se tenait, où chaque détail éclairait l'ensemble. Il ne séparait pas le grand du petit, le spectaculaire du modeste. Pour lui, comprendre comment un ver de terre digère une feuille était aussi important que comprendre l'origine de l'homme. Parce que tout participait du même processus, de la même histoire. Cette approche, à la fois grandiose et humble, est peut-être ce qu'il y a de plus admirable chez Darwin. Il n'avait pas peur des grandes questions, mais il ne les abordait pas de haut. Il les abordait par en bas, par l'observation patiente, minutieuse, répétée de phénomènes concrets, tangibles, vérifiables.
Son enterrement à l'abbaye de Westminster fut un événement national. Des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage. Des scientifiques, des politiques, des anonymes. On le porta en terre à côté de Newton, reconnaissance suprême de sa contribution à la science. Mais Darwin aurait peut-être préféré une cérémonie plus simple, dans le petit cimetière de Down, près de sa maison, près de son jardin. Il n'aimait pas la pompe, il n'aimait pas être au centre de l'attention, mais il accepta, ou plutôt sa famille accepta pour lui, ce dernier honneur, parce qu'il le méritait, parce qu'il avait changé non seulement la science, mais la façon dont l'humanité se pense elle-même. Aujourd'hui, le nom de Darwin est partout. Des universités portent son nom. Des prix scientifiques, des rues, des statues, des timbres. Son visage a figuré sur les billets de banque britanniques. Il est devenu une icône, un symbole. Parfois, on se demande ce qu'il en penserait. Lui qui fuyait la célébrité, qui préférait la solitude de son cabinet à l'agitation du monde. Mais au-delà de ces honneurs symboliques, son véritable héritage est ailleurs. Il est dans chaque laboratoire de biologie où on étudie les gènes, les protéines, les cellules. Il est dans chaque musée d'histoire naturelle où on présente les fossiles, les squelettes, les arbres phylogénétiques. Il est dans chaque salle de classe où un professeur explique à des enfants comment les organismes s'adaptent à leur environnement. Il est aussi dans notre façon de regarder la nature. Avant Darwin, on regardait le vivant comme une collection d'objets séparés, créés indépendamment, sans lien profond entre eux. Après Darwin, on voit un réseau, un arbre, une histoire commune. On voit que le chimpanzé est notre cousin. Pas simplement une ressemblance superficielle, mais une parenté réelle, récente à l'échelle géologique. On voit que la baleine descend d'un mammifère terrestre qui est retourné à la mer. On voit que les oiseaux sont des dinosaures qui ont survécu. Toutes ces histoires extraordinaires, incroyables, sont maintenant parties de notre savoir commun. Et nous les devons à Darwin, à sa patience, à son courage, à sa rigueur. Son héritage est aussi dans notre éthique environnementale émergente. Si nous comprenons que nous faisons partie de la nature, que nous partageons notre histoire avec tous les autres êtres vivants, alors nous avons une responsabilité envers eux. Nous ne pouvons plus nous considérer comme des propriétaires, des maîtres, autorisés à exploiter sans limite. Nous sommes des participants, des cohabitants d'une planète finie, fragile. L'extinction d'une espèce n'est pas simplement une perte économique ou esthétique, c'est la disparition d'une branche unique de l'arbre de la vie, d'une expérience évolutive qui a duré des millions d'années et qui ne reviendra jamais. Cette conscience écologique, qui commence à peine à émerger vraiment, doit beaucoup à Darwin, même si lui-même n'a pas développé ses implications de sa théorie. Ce qui rend l'histoire de Darwin si fascinante, ce n'est pas seulement la théorie elle-même, aussi importante soit-elle, c'est l'homme, c'est le parcours. C'est cette transformation d'un jeune homme perdu, qui ne savait pas quoi faire de sa vie, en un penseur qui allait bouleverser notre compréhension du monde. C'est cette combinaison de doute et de détermination, d'humilité et d'audace, de prudence et de courage. Darwin n'était pas un génie foudroyant, qui aurait eu l'illumination subite. C'était un travailleur acharné, patient, méthodique. Il doutait constamment. Il remettait en question ses propres conclusions. Il acceptait la critique. Il modifiait ses positions quand les faits le demandaient. C'est précisément ce qui fait de lui un modèle de scientifique. La science n'est pas un corpus de vérité définitive, révélé une fois pour toutes. C'est un processus, une démarche, une façon de questionner le monde. C'est une aventure collective, où chaque génération construit sur le travail des précédentes. Darwin le savait. Il se considérait comme un maillon dans une chaîne, pas comme un point final. Il citait généreusement ses prédécesseurs. Il reconnaissait ses dettes. Il encourageait ceux qui venaient après lui. Cette générosité intellectuelle, cette absence d'ego démesuré, sont peut-être aussi importantes que ses découvertes elles-mêmes. Elles montrent ce que la science devrait être.
non pas une compétition pour la gloire personnelle, mais une entreprise collective pour comprendre le monde. Et c'est un message qui reste pertinent aujourd'hui, peut-être plus que jamais. À une époque où la science est parfois attaquée, niée, instrumentalisée, où les faits sont présentés comme des opinions, où l'expertise est méprisée, l'exemple de Darwin nous rappelle ce qu'est véritablement la démarche scientifique. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas le dogmatisme, c'est la curiosité, c'est la rigueur, c'est l'honnêteté, c'est l'acceptation que nous pouvons nous tromper, que nous devons toujours être prêts à réviser nos croyances face à de nouvelles preuves. C'est l'engagement envers la vérité, non pas comme une possession, mais comme une quête sans fin. La vie de Charles Darwin ne fut pas une histoire de batailles gagnées ou de conquêtes éclatantes. Elle se déroula tranquillement, presque imperceptiblement vue de l'extérieur. Mais à l'intérieur se produisait un travail lent et profond. Observation, doute, réflexion et rapprochement progressif de la compréhension de la façon dont le monde fonctionne. Il ne cherchait pas à changer la science, ne rêvait pas de laisser une trace dans l'histoire, ne se nommait pas découvreur, mais se posait simplement des questions précises, honnêtes, cohérentes, et cherchait des réponses dans les becs des oiseaux, dans le comportement des vers, dans les formes des feuilles et dans l'envergure des ailes. Il regardait la nature comme un système vivant, changeant, dans lequel il n'y a pas de forme figée ni de frontières éternelles, mais un mouvement infini. Lent, presque imperceptible, mais continu. Il voyait comment un trait pouvait se renforcer, un autre disparaître, comment le hasard devenait loi, et la diversité se transformait en trace de l'évolution. Il écrivait non pour la controverse ni pour la gloire, mais parce qu'il croyait que si on regarde le monde attentivement, avec patience et sans préjugés, on peut y voir un ordre, non pas absolu, mais vivant. Darwin ne se considérait pas comme un prophète, n'attendait pas d'approbation, ne cherchait pas le conflit. Il rassemblait simplement des preuves et les assemblait dans un système cohérent, presque musical. Et peut-être que c'est précisément en cela, non dans les déclarations bruyantes, mais dans le respect des faits, des détails, du rythme lent de la nature, que réside son principal héritage. Aujourd'hui, sa théorie est devenue la base de toute la science biologique. Mais bien plus important est comment il a changé notre rapport, même à la vie. Il a montré que le grand peut naître du petit, que l'évolution n'exige pas d'intervention surnaturelle et qu'une explication rationnelle ne diminue pas, mais au contraire renforce le sentiment d'émerveillement devant la complexité et la beauté du monde vivant. Charles Darwin est parti calmement, comme il a vécu, mais il nous a laissé non seulement des livres, non seulement des idées, non seulement un système scientifique. Il nous a laissé un regard. Celui qui ne craint pas les questions difficiles et ne se presse pas de répondre, parce qu'il sait que dans la nature, tout ne vient pas immédiatement, mais vient certainement. Proposez dans les commentaires des thèmes pour de nouvelles histoires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.